Salut à tous, dans cette vidéo je vais parler de la confidentialité des données et des exfiltrations de données. Alors on va parler de qu'est-ce que c'est que la confidentialité, qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on parle de confidentialité des données, quels sont les risques, quelles sont les conséquences. On va aussi récupérer quelques informations pour vérifier un peu quels sont les acteurs de menaces potentiels, quelles sont les vulnérabilités, quelles sont les menaces. On va aussi voir un peu donc comment prévenir, se protéger, détecter, comment répondre et comment, on va dire, retourner une situation initiale en cas d'exfiltration de données. Donc cette vidéo, elle est partiellement basée sur d'autres vidéos que j'ai déjà faites jusqu'à maintenant, et si vous voulez plus d'informations, vous pouvez toujours aller les voir. En termes de mitigation, on va toujours parler de mesures de sécurité techniques, administratives, physiques, et on va parler justement de cette prévention, protection, détection, réponse euh, et de recovery. Alors, s'assurer de la confidentialité, en fait, c'est vraiment de s'assurer que uniquement les utilisateurs autorisés ou les systèmes autorisés peuvent accéder aux données. Cela veut dire qu'il faut implémenter des mesures de sécurité technique, physique et administrative afin de pouvoir se prémunir ou se protéger et de pouvoir détecter des attaques qui pourraient mettre à mal la confidentialité de nos données et donc avoir des situations d'exfiltration de données. Ne pas faire ceci correctement pourrait nous amener à un incident de sécurité et donc nous amener à une exfiltration de données. Alors pas tous les incidents de sécurité ne sont des exfiltrations de données, mais toutes les exfiltrations de données sont des incidents de sécurité. Dépendamment des objectifs de l'attaque, si un système est compromis, cela ne va pas forcément dire que nous allons avoir une exfiltration de données. Dans le cadre des rançongiciels, par exemple, le but c'est simplement de chiffrer vos données, ce n'est pas forcément de les voler. Donc le risque, c'est vraiment, nous allons perdre la confidentialité de nos données. Cela veut dire qu'un utilisateur ou un système non autorisé arrive à accéder à nos données. En fonction de la situation, s'il y a des vulnérabilités supplémentaires, telles que sur le système d'exploitation ou les packages, s'il y a des mauvaises configurations de sécurité et des mauvaises configurations en termes de privilèges et de permissions, cela peut amener d'autres risques, donc notamment la perte d'intégrité, ça veut dire des modifications non autorisées sur les données, ou également la perte, on va dire, de disponibilité des données, parce que celles-ci se retrouvent tout d'un coup soit supprimées, soit chiffrées. Quelles sont les conséquences? Perte de confiance auprès des clients, auprès des amis, de la famille, en fonction des données pour qui on les héberge. Une perte de réputation, une perte de clientèle, une perte d'argent, forcément, une perte de temps. Éventuellement, dans certains cas, on n'est pas protégé contre les procédures judiciaires, et puis contre les faillites. Alors tout d'abord, il faut se dire quel est l'élément important, quel est mon bien important que je dois protéger. En général, lorsqu'on parle d'ANAS, c'est surtout les données, toutes ces données qui peuvent être personnelles, confidentielles, sensibles, et même des données propriétaires, et qui va finalement qui va nous menacer au final. Donc ça peut être un humain de malveillant, qui soit externe ou interne, ça peut être un pirate, ça peut être quelqu'un de mécontent, ça peut être une ex par exemple, ça peut aussi être un humain mais par accident, quelqu'un qui est curieux, qui a envie de voir un peu qu'est-ce qu'il y a dans tous ces dossiers, des mauvaises configurations, on n'a pas fait exprès de donner à quelqu'un plus de privilèges qu'il n'aurait fallu, ou finalement on fait des tests, et puis en faisant ces tests, on est en train de dévoiler certaines informations qu'il aurait fallu éviter. Quels sont les incidents de sécurité que nous pourrions donc retrouver? Donc c'est une exfiltration de données par un utilisateur autorisé qui publie ces données sur Internet. Alors l'utilisateur est autorisé à accéder aux données, mais il n'est pas pour autant autorisé à aller les mettre sur Internet par exemple. Ou les données sont exfiltrées par quelqu'un qui n'a pas l'autorisation d'accéder à ces données et les publie sur Internet. Voilà deux exemples d'incidents que nous pourrions avoir. Quelles pourraient être les menaces? Alors on pourrait avoir le NAS, on se fait voler le NAS, on se fait voler les disques durs, on se fait voler notre téléphone, notre ordinateur qui possède des données dessus. On pourrait avoir des disques durs par exemple qui sont défectueux, que l'on va stocker quelque part temporairement ou que l'on va renvoyer au fournisseur pour avoir une pièce de
de rechange et imaginons qu'on les rende sans qu'ils soient effacés correctement. On peut aussi avoir les clés de chiffrement qui sont soit volées ou perdues. On peut avoir le NAS qui se fait compromettre via les services qui sont exposés sur Internet, par exemple, par un pirate informatique ou par un maliciel. On peut avoir aussi un manque de connaissances en sécurité. Donc on applique des mauvaises permissions, des mauvais privilèges sans pour autant être conscient du risque impliqué. On peut aussi avoir un compte qui se fait compromettre, des liens partagés que l'on a oubliés, donc des liens partagés qui donnent accès à des dossiers avec qui on a voulu faire un partage temporairement. On oublie que ce dossier est partagé, que peut-être même que ce lien a été donné à d'autres personnes qu'on ne connaît peut-être même pas, et puis que nous mettons des informations dessus finalement qui ne devraient pas être connues par d'autres personnes. On peut aussi avoir des données qui sont mal organisées dans les dossiers, ça peut être aussi important, surtout lorsqu'on parle de privilèges qui sont mal configurés. Si on s'organise mal et que les permissions ne sont pas très bonnes, on pourra mettre des données confidentielles quelque part où il ne faudrait pas, où trop de personnes aient accès. On peut aussi avoir finalement de l'espionnage au niveau du réseau, donc de l'interception du trafic. Quelles pourraient être les vulnérabilités? Alors d'un point de vue physique, on pourrait avoir par exemple notre NAS ou nos disques qui ne sont pas sécurisés dans un endroit fermé à clé. On peut aussi avoir les clés de chiffrement qui sont stockées un peu n'importe où, qui sont stockées sur une clé USB qui elle est tout le temps connectée par exemple ou qui est tout près du NAS. En termes de processus, donc plutôt tout ce qui est administratif, on peut avoir par exemple un processus qui indique comment est-ce qu'on doit traiter les disques durs qui ne sont plus utilisés. Peut-être que cette procédure n'existe pas ou finalement possède quelques faiblesses qu'il faudrait corriger. Il n'y a pas de sensibilisation au niveau des utilisateurs ou de l'IT à ce genre de menaces, donc on ne prend pas forcément les choses au sérieux ou on n'est pas tout à fait conscient des impacts de nos actes à ce sujet. Il n'y a peut-être pas des mesures, on va dire, qui sont pas tout à fait de la prévention, mais j'ai oublié le mot, mais qui vont faire un peu peur aux gens, comme par exemple si nous sommes responsables d'une violation de sécurité, on peut être renvoyé directement, on peut avoir des actions légales contre nous, par exemple. Donc on peut avoir signé un contrat en général, c'est ce qu'on a aujourd'hui, lorsqu'on signe un contrat avec une entreprise, il y a toujours ce genre de choses, hein, c'est un peu le secret de la profession, ou je ne sais plus, il y a encore un autre terme. Voilà, donc des obligations légales en termes de confidentialité lorsqu'on travaille avec les utilisateurs ou même avec des partenaires externes, par exemple. D'un point de vue technique, le souci, c'est qu'on utilise une architecture qui n'est pas sécurisée, on utilise un système qui est obsolète, des packages qui ne sont pas patchés, on a des mauvais privilèges, des mauvaises permissions, on a des contrôles d'accès qui sont défaillants ou des privilèges qui sont abusés par les utilisateurs. On peut avoir également des mots de passe qui sont faibles, des mots de passe qui régissent donc les comptes, le chiffrement des dossiers de Synology, le Key Manager et les sauvegardes. Pas d'antivirus, pas de firewall, pas d'effacement sécurisé des disques durs, des clés de chiffrement qui sont stockées dans le même système que là où il y a les données, et par exemple le fait qu'on n'ait pas de chiffrement sur les données en transit et au repos. Donc pour se prémunir un peu de tout ça, on peut avoir des contrôles administratifs, tout d'abord comme signer par exemple un contrat avec les employés ou les partenaires qui disent bien que telles seront les conséquences d'un point de vue civil ou légal s'il y a des violations de sécurité qui pourraient amener à une perte de confidentialité. On peut également avoir des entraînements pour les utilisateurs, ou de la sensibilisation pour les utilisateurs et pour le staff informatique. Et par exemple, avoir un process, une procédure lorsqu'il faut se débarrasser d'un disque dur. Pour les contrôles, les mesures physiques, c'est vraiment avoir le NAS dans un endroit sécurisé, fermé à clé. Pareil pour les disques durs et pareil également pour les clés de chiffrement, on va dire un peu physique, lorsqu'on utilise un Key Manager sur les clés USB pour Synology, où est-ce qu'on va mettre cette clé USB. Ensuite, là on est un peu sur de la prévention, donc c'est très similaire au final avec l'autre vidéo sur la prévention des malwares, c'est toujours un peu la même chose. J'insiste beaucoup sur la prévention dans mes vidéos parce que je vois beaucoup de gens qui veulent absolument savoir comment recouvrir d'une attaque, mais
c'est trop tard en fait, c'est toujours des mesures qui viennent trop tard, alors qu'il y a plein de choses qu'on peut faire avant pour éviter que le NAS soit compromis. Donc on a l'utilisation d'une architecture sécurisée, on le met sur son propre réseau où on peut voir absolument tout ce qui se passe à l'intérieur sans qu'il y ait trop de bruit, ne pas autoriser le trafic en direct, donc il faut essayer d'intercepter tous les protocoles possibles qui peuvent être compatibles avec ça, donc les trafics HTTP surtout, utiliser un système de prévention des intrusions réseau, un antivirus réseau, filtrer tout le trafic qui rentre et qui sort de ce NAS, donc en termes de port, en termes également de contrôle du web, donc vraiment quelles sont les URL qu'il va taper, les contrôles d'application, etc. Et finalement de n'autoriser que le strict nécessaire pour les activités du NAS. On peut également avoir des restrictions géographiques au niveau des IP. On peut aussi ne pas exposer les services qui n'ont pas besoin d'être exposés, les désactiver, ne pas exposer les interfaces d'administration sur Internet, tout ce qui est SSH et DSM, utiliser un VPN, un serveur VPN dédié dans l'infrastructure, donc finalement de ne pas utiliser le NAS comme serveur VPN, utiliser un système de SSL VPN mais comme un bastion, d'accord, donc comme Sophos par exemple ou Fortinet, pour voir cette fonction d'intermédiaire. Utiliser uniquement des protocoles chiffrés, ne pas utiliser Quick Connect et le Dynamic DNS de Synology, des certificats signés et préférer donc de ne pas stocker des données confidentielles sur le même NAS qui lui sera exposé sur Internet, notamment si on a un site web dessus. On a encore l'application des dernières mises à jour pour le système d'exploitation de Synology et des packages, et appliquer des mesures de renforcement du système et des bonnes pratiques. Donc changer les ports par défaut, ne pas utiliser des services qui ne sont pas sûrs, des services qui n'ont pas besoin d'authentification par exemple aussi, utiliser uniquement des packages signés par Synology et pas forcément des communautés tiers, ne pas utiliser le package serveur VPN et serveur proxy de Synology, et même aussi ne pas s'en servir comme reverse proxy, ne pas oublier de désactiver le compte invité et de changer le nom et le mot de passe bien sûr du compte par défaut administrateur, utiliser le deux facteurs, l'authentification forte et essayer d'éviter d'utiliser des services qui n'ont pas l'authentification forte ou de ne pas exposer sur Internet des services qui n'ont pas d'authentification forte. Je parle par exemple des packages de type CalDAV, CardDAV, WebDAV, même éventuellement du SMB, voilà. Éviter d'exposer ceci à l'extérieur en tout cas. Utiliser une politique de mot de passe fort et utiliser les fonctionnalités d'autobloc des IP et de protection des comptes. Alors maintenant on va parler de protection, d'accord? Donc l'incident où la menace finalement elle s'est avérée, quelque chose s'est passé, donc on a notre NAS, notre disque dur ou notre sauvegarde qui a été volé. Maintenant, comment est-ce qu'on peut espérer que la sévérité de l'impact ou de ce scénario soit plus faible? Comment est-ce que je peux m'assurer que mes données seront toujours protégées alors que je me suis fait voler mon disque dur? Alors ici, il faut vraiment avoir utilisé le chiffrement des dossiers de Synology. Ici, ça va être utile vu que lorsque le NAS est éteint, eh ben, les dossiers partagés sont chiffrés. Il faut utiliser des clés qui sont différentes et qui sont fortes à chaque fois, à chaque dossier de Synology. Aussi pour le Key Manager et pour les sauvegardes avec Hyper Backup, par exemple. Ne pas utiliser la fonction d'automontage des dossiers, donc de déchiffrement automatique. Ne pas laisser le Key Manager dans la partition système ou sur une clé USB qui est tout le temps connectée sur le NAS. Et essayer d'organiser les données en fonction de leur niveau de confidentialité. Voilà. Si jamais un dossier pas très important arrive à se faire déchiffrer, et ben, au moins que le dossier un peu plus important reste toujours, on va dire, protégé. Le but, c'est vraiment de décourager. Ensuite, un autre scénario, on a notre NAS ou un compte utilisateur ou administrateur qui se retrouve compromis et un pirate a finalement accès au NAS. Ici, par contre, le chiffrement des dossiers de Synology ne sert absolument à rien. Pourquoi? Vu que on va travailler sur les dossiers et nos fichiers dans Synology, donc ils doivent être déchiffrés et montés. Donc, le pirate a accès aux informations déchiffrées. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir limiter la sévérité de ça? Comment s'assurer que nos données sont toujours protégées? Encore une fois, on peut parler d'organisation des dossiers en fonction de la confidentialité. Ça, ce n'est utile que si c'est un compte utilisateur lambda
qui a été compromis. Si on parle d'un compte administrateur qui est compromis, on peut bien avoir le contrôle d'accès, plutôt les privilèges ou les permissions comme on veut, ou organiser les choses comme on veut, ça ne sert à rien. Toujours configurer des permissions sur un modèle de type need to know ou du moindre privilège, et utiliser des logiciels qui permettent de chiffrer les données de bout en bout, donc depuis le NAS jusqu'à l'appareil qui demande les données. C'est-à-dire que les données ne sont déchiffrées que uniquement lorsque l'appareil distant, donc mon téléphone ou mon ordinateur, veut accéder à l'information. On a Boxcryptor, Cryptomator par exemple qui font ça. Ceci est compatible avec Synology Cloud et Synology Drive sur ordinateur pour la synchronisation des informations, et c'est aussi compatible avec les smartphones, avec les applications dédiées, mais il faut utiliser le WebDAV sur Synology. Aussi des scénarios où on a notre téléphone ou notre ordinateur qui se fait voler, et le seul moyen de protéger tout ça, c'est d'utiliser du chiffrement sur ces appareils. Donc FileVault pour Mac, BitLocker pour Windows, mettre un mot de passe sur le téléphone, iOS, etc. Si le réseau est compromis, par exemple, dans ce cas-là, le seul moyen de nous protéger, c'est d'utiliser des protocoles chiffrés avec vérification du certificat dans les applications Synology. Comme ça, s'il y a un changement dans le certificat ou s'il n'est pas trusté, s'il n'est pas de confiance, la connexion ne pourra se faire. Pour la détection, comment est-ce qu'on va pouvoir voir que nous sommes en train de nous faire voler nos données ou qu'on peut être à risque? Alors c'est un peu compliqué. Il faut d'abord définir quels sont les cas d'abus possibles. Un NAS qui se fait compromettre, un compte qui se fait compromettre, un système qui se fait voler, etc. En fait, il faut un peu deviner quels sont les possibles moyens d'exfiltration. Ça peut être un utilisateur qui a trop de droits et qui peut mettre une clé USB sur le NAS ou sur l'ordinateur pour sortir toutes les données. Ça peut être également des attaques de type DNS tunneling, ou aussi un reverse shell ou un accès web qui permettrait de télécharger les données. Donc c'est là ici où on peut essayer de se prémunir en autorisant finalement le NAS à se connecter à l'extérieur, ou soit pas du tout se connecter à l'extérieur, ou se connecter à des éléments très précis. Donc dans le but, c'est vraiment d'embêter au plus le pirate ou la personne malveillante, un peu pour la décourager. Il faut aussi avoir un peu une baseline sur le NAS, sur les activités habituelles, tout ce qui est CPU, RAM, activité de disque dur, activité réseau, dans le but de pouvoir détecter des connexions réseau qui ne sont pas habituelles, qu'on peut voir dans les logs du firewall, de l'IPS ou du WAF, des tentatives d'authentification qui échouent, ou simplement des sources de tentatives d'authentification, des gens de Russie ou de Chine, alors que moi je suis en Suisse, c'est un peu bizarre. Éventuellement des activités de processeur ou de disque un peu élevées. Un utilisateur qui accède, donc pas qui modifie, mais qui accède à beaucoup trop de fichiers, par exemple, alors qu'un humain normal ne pourrait pas accéder à autant de fichiers, et un système un peu lent. Alors, c'est vrai que c'est très difficile, vu qu'en général, à moins que quelqu'un essaye vraiment de télécharger absolument tout, il sera extrêmement difficile de voir qu'une exfiltration a lieu. C'est un peu plus difficile. Éventuellement, les gens ils vont plutôt télécharger quelques petits fichiers qui ont de l'importance pour eux, et ça va tout d'un coup être plus difficile à voir. Donc c'est pour ça qu'on peut toujours implémenter des fonctions de logging et d'alerting avec le log center et le package pour vérifier les activités système, mais aussi les activités des utilisateurs. Donc comment est-ce qu'ils se loguent, d'où est-ce qu'ils se loguent, à quelle heure, quel fichier est-ce qu'ils essaient d'accéder, etc. Ça peut toujours nous aider, mais ça risque d'être extrêmement dur à voir sur le coup. Peut-être plus tard, lorsqu'on soupçonne quelque chose, mais sur le coup, ça va être très dur. On peut aussi utiliser le Security Advisor pour voir un peu s'il y a des activités de logging qui sont un peu inhabituelles, comme la device utilisée, la localisation de la personne, les heures, etc. Je crois que je suis même pas sûr que le Security Advisor prend en compte les heures habituelles. On peut aussi utiliser pour scanner pour des programmes malveillants, des tâches malveillantes, des configurations étranges, des scripts qui tourneraient ou des utilisateurs anormaux. Ça peut toujours nous aider à détecter des éléments un peu bizarres. Aussi l'antivirus de Synology, un peu plus dans la détection, mais un petit peu aussi dans la prévention et protection. Le seul fait qu'il n'y ait pas de scan en temps réel fait que c'est après coup qu'on risque de voir les choses en tout cas. On peut aussi créer des fichiers Canary
où on pourrait être alerté si quelqu'un accède à ce fichier ou si quelqu'un ouvre ce fichier. Donc ça peut même être si ce fichier est ouvert n'importe où dans le monde. Éventuellement, cela pourrait lancer une alerte pour dire que ce fichier a été ouvert. Donc c'est-à-dire que quelqu'un a accédé à des données qu'il n'aurait peut-être pas dû. Pour la réponse, alors il faut toujours avoir un plan de réponse. Donc voilà, on a une situation d'exfiltration de données. Comment est-ce qu'on va répondre à ça pour essayer de limiter les dégâts? Donc il faut toujours préparer un plan de réponse avec des politiques, des process, qui contacter, qui réunir, identifier s'il s'agit vraiment d'un incident ou d'un faux positif, ou même voilà, d'une action tout à fait légitime. Comment est-ce qu'on peut contenir l'incident? Donc là on voit qu'une exfiltration a lieu. Comment est-ce qu'on va faire pour limiter la casse? Ça peut être simplement de retirer la prise réseau par exemple. Il faut éradiquer la source du problème. Est-ce que le NAS est compromis? Est-ce qu'un ordinateur est compromis? Recouvrir de l'incident, donc est-ce que je peux remettre mon NAS en ligne, mon ordinateur en ligne par exemple, sans que la situation arrive à nouveau, et bien sûr apprendre de nos potentielles erreurs qui ont fait que ceci a été rendu possible. Recouvrir d'une telle attaque, c'est dans un certain sens impossible, dans le sens que si nos données se sont fait voler, eh ben c'est fait, ce qui est fait est fait, on ne peut absolument rien en faire. Même s'il peut peut-être y avoir des assurances qui peuvent éventuellement peut-être protéger d'un point de vue financier, mais voilà, une fois que c'est volé, c'est volé. Et on peut simplement apprendre de nos erreurs et puis croiser les doigts que finalement tout ce qu'on a mis en place comme élément de prévention, ou plutôt de protection, dans ce cas-là, de protection a été assez forte. Voilà, comme tout ce qui est chiffrement des dossiers, la gestion des clés, etc. Alors à venir, ce que j'aimerais quand même bien vous faire, c'est une petite comparaison d'un point de vue fonctionnel de Boxcryptor et de Cryptomator, montrer un peu comment ça se passe sur un téléphone et un ordinateur, voir que ça marche bien en tout cas pour la synchronisation par exemple, mais qu'il y a des choses qui ne vont plus fonctionner. Donc il y a une petite dégradation de l'expérience utilisateur, déjà parce que ça peut être moins pratique, mais aussi que des fonctionnalités de Synology vont simplement sauter, ne pourront plus s'appliquer. Et cela peut aussi avoir un impact, par exemple, sur le versionning de fichiers, par exemple. Voilà, alors j'espère que cette vidéo a été informative pour vous, et puis si jamais, n'hésitez pas en cas de questions. Salut!